bonsoir à tous, il est 18h30, bienvenue dans le journal de TNTV. Tout de suite, les titres de ce mardi 25 février. Il a passé 240 jours seul sur un atoll des Tuamotu, une expérience hors du commun que nous vous dévoilons ce soir. Mathieu Juncker, biologiste, a tenté d'établir un état des lieux de l'environnement face à la montée des eaux. Son témoignage à voir dans un instant. 30 ans de réclusion criminelle, c'est l'appel prononcé à l'encontre d'un père accusé d'assassinat sur son fils. Si ce dernier a avoué son crime, il a légitimé son acte durant les 3 jours de ce procès aux assises. On en parle en détail au début de cette édition. Avis aux amateurs, le festival TVVO revient pour une 5e édition. 3 semaines de films, de spectacles et de débats seront au programme. Un festival engagé dont nous parlerons avec notre invité Guillaume Gué, l'organisateur, est parmi nous. Enfin, nous prendrons des nouvelles des producteurs qui s'étaient fait dérober plusieurs kilos de vanille en 2022 à Tara'a. Montant du préjudice, plusieurs millions de francs. Si les malfaiteurs ont été arrêtés, ils peinent à se reconstruire, vous le verrez. Si vous deviez partir seul sur une île déserte, qu'emporteriez-vous? Une question que nous nous sommes tous posée un jour. Eh bien, Mathieu Juncker, scientifique calédonien, l'a mise en pratique. Il a passé 240 jours seul sur un atoll des Tuamotu. Objectif, établir un état des lieux de ces environnements vulnérables face à la montée des eaux. Il s'est confié sur son expérience à Laure Philibert et Matai Horei. Regardez. Je crois que cette fois-ci, je peux dire que je suis enfin seul sur l'île. Seul pour une retraite de 240 jours. Mathieu Juncker prépare cette aventure à la fois humaine et scientifique depuis près de 2 ans. Elle se déroule sur l'un des atolls inhabités des Tuamotu, atoll dont il tait le nom pour préserver sa quiétude. Le biologiste y a installé un phage surélevé et a exploré une 40aine d'atolls à l'aide d'un kayak à pagaie, voile et pédalier. 8 mois plus tard, les cheveux mi-longs et 12 kilos en moins, il fait son retour à la civilisation. J'avais du matériel, j'avais un désalisateur pour, avec l'eau du lagon, faire de l'eau douce, une bâche de récupération des eaux de pluie, du matériel pour pêcher bien sûr. Voilà, j'ai appris également auprès de Pomotu, en fait, quels étaient les poissons que je pouvais manger sur place, ça dépend des atolls. Pour moi, la survie n'était pas du tout une fin en soi, je n'étais pas intéressé par le trip survivaliste. Ce qui m'intéressait, c'était d'observer sur un temps infini cette faune sauvage extraordinaire, et puis aussi d'écrire, de la filmer, de la photographier, bref, de pouvoir finalement illustrer un peu et partager aujourd'hui en fait voilà, ce caractère exceptionnel. Privé d'internet, le scientifique ne disposait que d'une connexion satellite en cas d'urgence et de quelques échanges furtifs avec sa famille par SMS et courrier. Alors voilà papa, cette expérience, c'est ton rêve. Vis-le à fond et jusqu'au bout, coûte que coûte. Prends soin de toi, sois vigilant, courageux et surtout profite. Au fil des semaines, Mathieu Juncker a collecté des centaines de données pour alimenter une série d'études scientifiques. Cet oiseau qu'on appelle le chevalier Tuamotu, qui est une espèce qui est endémique et qui est protégée par le Code de l'environnement de la Polynésie française, eh bien elle-même, elle est vraiment en déclin. Les effectifs ont été divisés par 2 ou par 3 en 20 ans. Et donc on s'aperçoit que si on ne prend pas en fait, des mesures de gestion qui visent à conserver l'espèce et plus largement l'espace sur lequel elles vivent, eh bien en fait on risquerait de les voir disparaître comme c'est déjà le cas en fait. Cette espèce-là, il y a 30 ans, elle était sur 17 atolls en fait. Aujourd'hui, elle est sur environ 5 atolls et il n'y a que 3 qui ont vraiment une population significative. Kimoa Kiteko Papé à contre-courant fera l'objet d'un film et peut-être même d'un ouvrage, des supports pour inciter encore davantage la communauté à s'engager pour que ce patrimoine puisse être préservé.
Et on reste dans l'océan et ce sujet dont nous vous parlions l'année dernière, le concours Toarif initié par l'Ifrecorps est venu récompenser les écoles participantes en 2024. Et bien ce matin, les festivités se sont poursuivies puisque les élèves ont reçu des masques et des tubas, des équipements qui vont leur permettre de poursuivre leurs actions en faveur des océans. Thomas Chabrol et Jeanne Tinouroua ont capturé la joie des élèves. Regardez. Kaline et ses camarades peuvent être fiers. Leur classe de CM2 de l'école Farah Inouï est lauréate du concours Montrécif Ma Culture. Les coraux ont inspiré les élèves durant l'année scolaire. Dans cette bande dessinée, ils racontent l'histoire d'un corail. Leur sensibilité face aux enjeux de protection des écosystèmes marins est récompensée. On voulait sensibiliser les maternelles et les enfants pour que quand ils grandissent, ils peuvent sauver les coraux. On a créé l'histoire. On les a animés, on a fait des expressions, on a expliqué à la maîtresse et elle a choisi notre histoire. Après, c'est comme ça qu'on a gagné le trophée de Ifrecorps. Des dessins pour susciter des vocations, la jeune fille espère un jour devenir biologiste. Elle a déjà pu observer des coraux dans le lagon. Je ne connais pas beaucoup les espèces, mais je sais qu'il y a différents types. Les plats, les patates, ceux avec les branches. Mobilisé pour l'année de la mer, l'Ifrecorps Polynésie fait don de 1400 masques et tubas aux scolaires de Tahiti et des îles. Ces équipements serviront lors des sorties éducatives proposées dans les écoles pour sensibiliser les élèves à l'urgence de préserver les récifs coralliens. Il faut permettre aux enfants, aux élèves de pouvoir faire classe dehors et de pouvoir pousser les murs des classes et décloisonner les apprentissages en pleine immersion et donc de pouvoir observer la belle richesse de notre biodiversité marine. Et c'est tout l'enjeu pour l'Ifrecorps, pour la Direction générale de l'éducation et des enseignements et pour certaines associations de préservation de l'environnement, permettre aux scolaires de découvrir le milieu marin. Beaucoup d'élèves des quartiers situés dans les montagnes ont peu d'occasion de se rendre à la mer, un paradoxe pour des enfants des îles. Donc les coraux, les tortues, le plastique, tout ça, malheureusement, ça fait partie du même écosystème. Et pouvoir donner la chance aux enfants de mettre un masque et de voir sous l'eau, même à 1 mètre d'eau, juste mettre la tête sous l'eau sans avoir besoin d'aller faire un snorkeling très loin, c'est pour nous la clé du succès. Ces écoles maintenant équipées travaillent avec des associations pour organiser durant l'année des journées découvertes à la mer. Cette classe de l'école de la mission a déjà profité du lagon pour apprendre à le protéger. On a appris les coraux, qu'est-ce qu'il ne faut pas jeter dans la mer pour que ça soit bien resté propre et pour pas qu'ils meurent. Parce que les coraux, ça sert à protéger les poissons pour ceux qui se font attaquer. Et comme ça, ils ont une cachette pour se cacher. Ces classes lauréates ainsi que d'autres écoles pourront enfiler les masques et mettre la tête sous l'eau. Le 18 mars prochain, la grande journée de cohésion des aires marines éducatives sera l'occasion pour ces élèves d'observer une ponte de coraux. C'est un festival unique en son genre au Fénois. Le festival TVVO, organisé par la compagnie du Caméléon, revient pour une 5e édition. Comme chaque année, il allie spectacles vivants, films et débats en présence d'artistes et de personnes de la société civile durant 3 semaines. Le public pourra découvrir une programmation riche autour de 3 thématiques majeures et je ne vous en dis pas davantage puisque notre invité le fera bien mieux que moi. Guillaume Gay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de TNTV ce soir. On ne vous présente plus. Vous êtes l'organisateur du festival TVVO, directeur artistique de la compagnie du Caméléon. Tout d'abord, quels sont les thèmes que vous avez choisis pour cette 5e édition? Qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir? Alors, on a d'abord choisi des spectacles, puisque c'est vraiment d'abord une rencontre avec un spectacle. C'est d'abord une expérience, on va dire, sensorielle, émotionnelle. Et puis, ce sont des spectacles qui sont effectivement porteurs de sens. Et donc, on a extrait ensuite des thématiques. Donc, on va aborder la thématique du langage, en tout cas de l'appauvrissement du langage et des conséquences de l'appauvrissement du langage. Et on va aborder aussi la question de la surdité et du handicap auditif en première semaine. En deuxième semaine, on va s'intéresser à des questions de pouvoir, les affres du pouvoir, mais aussi comment imaginer en fait des formes de gouvernance nouvelles. Et puis en troisième semaine, on va s'intéresser au rapport
que l'homme entretient avec la nature, et également son rapport à la technologie à travers notamment une œuvre qui va nous parler de l'intelligence artificielle. Donc on va débattre autour des bienfaits et des dangers de l'intelligence artificielle. Alors c'est un programme riche pour cette 5e édition et des films toujours très engagés. J'ai eu l'occasion de voir la bande-annonce de Sound of Metal. Il a reçu 6 nominations aux Oscars, c'était en 2021. C'est vraiment une bande-annonce extraordinaire. Oui, c'est un très 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 beau film, effectivement. Je parlais tout à l'heure d'expérience sensorielle. Alors là, pour le coup, c'est vraiment ça. Puisqu'on est plongé vraiment dans l'atmosphère auditive, on va dire, de ce batteur qui va perdre justement ses capacités auditives. Et c'est tout son parcours de reconstruction, de résilience, d'ouverture à une nouvelle vie et d'un autre rapport au monde et aux autres. Alors ce film, il va précéder Le Village des Sourds. On va justement en voir un extrait tout de suite. Je m'appelle Yuma Vlozomir de Okyonuk et je suis sourde. Mais je dois vous raconter ce qui est arrivé à ma famille pour que votre famille à vous ne connaisse pas le même sort. Un matin d'hiver, sans qu'aucune fumée ne l'ait annoncé, un camion noir apparaît sur la place du village. Un étrange marchand a bravé le froid d'Okyonuk. Papy se tourne vers moi. On dirait que ce type vend de la mort en boîte. Le marchand ne veut pas d'argent, il veut être payé en mots. Une fois le produit livré, le client aura interdiction absolue de prononcer ou d'écrire les mots. Entre la petite qui n'ouvre pas et toi qui refuses de donner tes mots, on a manqué. Alors là, on vient de voir un extrait du Village des Sourds. Il commence demain à la Maison de la Culture. C'est ainsi que vous avez choisi de traiter le thème du langage ? Oui, absolument, parce que ça fait une vraie résonance avec ce qu'on peut rencontrer en Polynésie. Ça se passe au pôle Nord, donc on est très éloigné au niveau climat, mais par contre, c'est une communauté qui a une vraie tradition d'oralité, qui se réunit le soir au coin du feu pour partager des contes, des légendes, des histoires, et qui un jour reçoit la visite d'un marchand qui va leur proposer des biens de consommation. Et comme ils n'ont pas d'argent, ils vont accepter sa proposition, c'est-à-dire de payer en mots. Et effectivement, assez rapidement, ils se délestent d'un certain nombre de mots qui leur paraissent inutiles, mais très rapidement, ils sont en incapacité de pouvoir formuler une pensée, nuancer une pensée, de pouvoir mettre des mots sur des émotions. Donc ça parle de tout ça, ça parle justement de la nécessité en fait de pouvoir préserver la richesse du langage pour pouvoir nourrir une pensée éclairée, nuancée, et pouvoir relationner avec les autres, exprimer ce qu'on ressent, parce qu'à défaut, évidemment, on a des sentiments d'incompréhension et qui vont très rapidement jusqu'à une forme de violence. Alors on l'a dit, Guillaume, il y a des films, il y a donc des spectacles, on en a vu un extrait, il y a des débats. Chaque année, ce sont des comédiens font aussi le déplacement donc, pour ce festival. Je voulais aussi également parler de cette performance incroyable de marionnettistes dans la pièce intitulée Pouvoir. Il va y avoir du beau spectacle sur scène, en plus du village des Sourds. Oui, c'est un spectacle magnifique. Déjà, c'est très, très, très drôle. Donc, ça fait du bien aussi de traiter de sujets denses, importants, et en même temps, effectivement, avec beaucoup de distance et de dérision. C'est ce qu'offre le festival, puisque ça nous apporte en fait la distance de la fiction. C'est-à-dire que ça fait miroir avec nos sociétés, mais en même temps, on n'est pas collé au réel. Et là, on a effectivement une proposition qui est très drôle, très intelligente, avec une manipulation de marionnette qui est dans un désir de liberté, d'émancipation. Elle souhaite pouvoir s'extraire en fait du joug des manipulateurs pour trouver un chemin d'expression personnel. L'idée finalement de ce festival Télévo, c'est de s'interroger, d'interpeller le public. Oui, effectivement, c'est d'abord des émotions, c'est d'abord vibrer ensemble à l'unisson, et puis ensuite réfléchir sur les sujets qui sont abordés, à la fois avec les équipes artistiques, mais aussi avec des intervenants locaux. Et au travers de débats notamment qui auront lieu le soir, tous les soirs de ce festival. En quoi ce festival, concrètement, il peut résonner en Polynésie, chez les Polynésiens concrètement ? Eh bien parce que les sujets qu'on aborde sont des sujets du quotidien. On parlait tout à l'heure du langage, de la nécessité effectivement de préserver son langage, en tout cas la richesse des langages. En troisième semaine, on va aborder le rapport à la nature, le rapport donc qui est évidemment extrêmement important ici dans le rapport culture-nature,
Et puis le rapport à la technologie. Dans notre quotidien, on voit bien que ce débat autour de l'intelligence artificielle est tout à fait prégnant et c'est important en fait de pouvoir se poser ces questions. C'est véritablement finalement un festival tout public. Oui, tout à fait. Ouais, complètement. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume Gué, d'avoir été notre invité. Je donne également les dates, bien sûr, de ce festival. Il débute demain, 26 février, jusqu'au 16 mars. Et ce sera donc au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Que deviennent les producteurs de vanille qui avaient subi une série de vols en 2022 à Tahaa? Souvenez-vous, ils avaient crié au désespoir dans les rues de Lille tant le préjudice était élevé, un manque à gagner et une insulte à l'effort fourni. Nous sommes retournés voir ces agriculteurs pour faire un état des lieux après plus de 2 ans. Un reportage signé Ronnie Moufat. En 2022, plusieurs vanilliculteurs de Tahaa ont été victimes de vols massifs. Un réseau a été démantelé grâce aux forces de l'ordre, mais 3 ans plus tard, toujours aucun jugement. Joël Hahé, qui s'est fait dérober 250 kilos de vanille, peine à s'en remettre. Sa plantation en témoigne et il n'est pas le seul. Abandonné, écœuré. On est arrivé au stade, on est écœuré de cette situation. Rien qu'à voir l'État, moi je ne viens plus pour vous dire, ce n'est pas uniquement l'impact financier, mais toute la partie psychologique, et on a du mal à se relever. C'est très compliqué de se relever. Personnellement, c'est encore très dur en ce moment. Il y a eu de belles paroles qui ont été dites par le gouvernement, les gouvernements qui sont passés, même le dernier gouvernement qui est passé. Pour le moment, on attend toujours. On ne voit rien, on n'a rien vu. Chaque producteur est obligé de se débrouiller par lui-même. C'est très, très dur. Rehia Davio estime ses pertes à plus de 10 millions de francs, un coup dur pour son exploitation, d'autant que les créances, elles, continuent de s'accumuler. Malheureusement, la vie elle continue et les traites à la fin du mois, elles sont toujours les mêmes. La banque, elle ne fait pas de cadeaux, donc on est obligé de se débrouiller, de se réadapter. Si le réseau a bien été démantelé 3 ans plus tard, le jugement se fait attendre, une lenteur judiciaire que les 2 vanilliculteurs dénoncent. Joël envisage même de se tourner vers un autre secteur, tandis que Rehia a choisi de diversifier son activité en se lançant dans l'apiculture. C'est très long pour nous qui devons supporter les pertes dues à ces vols. Et donc, on attend la justice. 3 ans après, tout a été identifié. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'il y a un règlement interne ici à Tahaa. Nous, on ne veut pas arriver à ce stade-là. Mais qu'il y a une justice. C'est pour ça que moi, je pense au nom des vanilliculteurs, on demande qu'il y ait cette justice. Si aucun vol n'a été perpétré depuis, la filière vanille de Tahaa reste vulnérable. Entre espoir de relance et incertitude, les producteurs tentent de se reconstruire avec ou sans vanille. C'était au mois de septembre. Je vous le disais au début de ce journal, un père de famille accusé d'avoir assassiné son fils de 2 ans et demi a donc été condamné en fin de journée à 30 ans de prison aujourd'hui. L'accusé, décrit comme insensible, a justifié son acte tout au long de son procès. Il a fini par demander pardon à son fils et à sa belle famille. Retour sur ce 3e et dernier jour de procès avec Nicolas Pérez et Tawhiti Taounimoua Moussan. Durant 3 jours, la justice a essayé de comprendre les raisons qui ont poussé ce père à tuer son enfant de 3 ans en l'étranglant. Un supplice que son avocate a tenté d'expliquer dans sa plaidoirie face aux jurés. Si la thèse d'une enfance contrariée pourrait peser dans la balance de la justice, le handicap supposé de son fils aurait également été décisif. Lui, de surcroît, étant investi malheureusement d'handicap physique très lourd qu'il a dû porter pendant toute sa vie, notamment pendant son enfance, ça fait écho au propre handicap de son fils. Donc ça fait beaucoup d'insécurité, insécurité affective, insécurité financière, le fait de ne pas pouvoir voir l'avenir et de ne pas se sortir de là, de ne pas pouvoir se dire que son fils va vivre ça, mais que lui non plus ne va pas pouvoir le vivre avec son fils. Donc ce qui explique, à mon sens, tout simplement l'irréparable. Une défense qui ne tient pas pour la partie civile, mais aussi pour l'avocate générale. Pour elle, le tribunal n'était pas face à un simple infanticide, mais à des violences vicariantes, ou quand l'agresseur s'en prend à son enfant pour faire du mal à la mère de ce dernier.
L'accusé âgé de 44 ans, qui a présenté des excuses face à sa belle famille, ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique. Psychiatriquement, il n'est pas malade, il n'est pas dangereux psychiatriquement, dangereux parce qu'il n'a pas d'empathie, qu'il ne reconnaît pas sa culpabilité et que c'est sa propre souffrance qui le motive. Une culpabilité qui ronge les proches du petit Brian, des remords de l'avoir laissé seul avec leur père quelques instants. Cette culpabilité, il la porte, c'est une souffrance réelle, alors que la culpabilité de l'accusé, on ne l'a pas réellement entendue et l'avocat général a vraiment... Où sont les regrets ? Où sont les regrets ? Sans antécédent judiciaire, l'accusé encourait la réclusion à perpétuité. Il a été finalement condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Tout de suite, je vous donne rendez-vous avec Ramzi Malouki pour un nouveau numéro de Ciné Nuit. Juste après, retrouvez l'émission Koh-Lanta, enfin la série Les Chemins de l'étrange. On se revoit demain. Très bonne soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.